Eh bien, on attendait de l'intensité et de la haine entre John Cena et Cody Rhodes, je pense qu'on a été servi. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 31 mars 2025. Et comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut et à vous abonner, on est très proche des 11 000 abonnés, donc je compte sur vous. Pour la 3e semaine d'affilée, c'est John Cena qui va ouvrir le show. Mais il ne peut pas aller plus loin car Cody Rhodes, le champion de la WWE, va directement l'interrompre. Il sait que John Cena va le clasher, alors il préfère parler de Stardust. Et oui, John Cena va affronter Stardust du côté de WrestleMania. John Cena lui dit qu'il ne va pas le cuisiner, mais qu'il va simplement l'enterrer, comme il a enterré tous les autres. Tout le monde dit que John Cena enterre les talents, il n'enterre pas les talents, il est le talent. Il enterre la médiocrité. Il dit que Cody se repose sur une gimmick ennuyeuse sur les fans qui chantent son thème d'entrée. En somme, il n'y a pas grand chose à regarder chez Cody Rhodes, hormis son joli costume. Et tout ce qu'on obtient de la part de Cody Rhodes, c'est un mélange de toutes les superstars qu'a aimé Cody Rhodes tout au long de ses années et des shows télé qu'il a regardés. Cody ressemble à un gamin de 16 ans qui a peur de s'exprimer en public. Finalement, le tatouage de Cody Rhodes ramène ce dernier à ce qu'il est vraiment, un simple fan. Alors le dernier vrai champion repartira avec le championnat à la maison et le gardera pour toujours à WrestleMania. C'est au tour de Cody Rhodes de parler. Il dit que John Cena a peut-être raison, il dit qu'il a peut-être été choisi, mais lui a été choisi par le public. Alors que John Cena, lui, a été choisi par un homme dans un bureau, un homme qui n'est plus là aujourd'hui et dont on ne peut plus parler. Il le ramène à la réalité en lui disant qu'il n'a pas amené la WWE dans un meilleur endroit qu'elle ne l'était avant. Et va terminer en disant que John Cena est toujours son héros, mais qu'il est aussi une petite merde. John Cena répond et dit qu'il a travaillé 100 fois plus dur que lui, il n'a jamais été protégé par une audience ou une superstar. Lui, il construit des empires pour des milliardaires, alors que Cody Rhodes ne fait que voler l'argent de leurs enfants. John Cena allait partir, mais Cody Rhodes va lui dire une dernière chose. Aucun fan, aucune audience ne lui a déjà chanté qu'il ne savait pas catcher. John Cena va faire semblant de s'en aller et va s'en prendre à Cody Rhodes, mais c'est Cody Rhodes qui va prendre le dessus et qui va porter un crossroads à John Cena pour terminer ce segment. Eh bien on l'a enfin, ce segment qui ne fait plus débat entre les deux, parce que moi j'ai aimé les deux premiers segments entre les deux sur les 2 dernières semaines, mais clairement ça ne faisait pas l'unanimité. Eh bien là, ce segment-ci, je pense que si, il était fantastique de A à Z. L'attitude de John Cena qui enfin parle de Cody Rhodes, ce n'était pas le cas lors des 2 dernières semaines, et là c'est enfin le cas. Il parle de lui, il le clash, et c'est excellent, c'est le John Cena qu'on voulait voir. Un Cody Rhodes qui arrive à répondre, qui certes n'a pas le même temps de parole que John Cena, mais qui sur 2-3 punchlines arrive à faire mouche, arrive à blesser John Cena, jusqu'à cette dernière phrase où il dit que John Cena, eh bien on lui a déjà chanté « Tu ne sais pas catcher ». Celle-là, elle fait très mal à John Cena et c'est pour cela que Cena veut se battre avec Cody. Alors je ne vais pas jouer au jeu de qui a gagné entre les deux, je trouve que les deux ont des propos hyper intéressants. D'ailleurs John Cena est tellement bon que le public se retourne et va se mettre de son côté, mais Cody Rhodes est lui aussi excellent parce qu'avec ses 2-3 punchlines, il fait en sorte que le public qui avait basculé du côté de John Cena, eh bien revienne de son côté à la fin de la promo, donc c'est très très fort de la part des deux. Alors malheureusement c'est peut-être la dernière fois qu'on verra les deux ensemble avant WrestleMania, j'espère que ce n'est pas le cas, j'espère qu'on les reverra ensemble parce que là ce dernier segment entre les deux, il était incroyable. Le New Day sont sur le ring et attendent le challenge que va leur proposer Adam Pearce, et ce challenge c'est New Catch Republic. Et oui, Pete Dunne et surtout Tyler Bate qui fait son retour à la WWE. Lui qui s'est blessé il y a 9 mois aujourd'hui, il est donc de retour du côté de Raw et surtout aux côtés de Pete Dunne. Je suis simplement heureux de revoir Tyler Bate. Tyler Bate qui a vraiment un bon look, j'aime beaucoup cette moustache et il s'est coupé les cheveux par rapport il y a 9 mois et j'avoue que c'est un look que je préfère à l'ancien. Et un Tyler Bate qui paraît en très grande forme, qui fait déjà de très belles choses. Bref, c'est que du bonheur de le retrouver. C'est forcément un bel ajout pour cette division par équipe ou même pour la division tout simplement de Raw parce que c'est un superbe catcheur, donc je suis très heureux de le retrouver. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le thème du New Day, je n'en peux plus. À chaque fois que je l'entends, je me dis quand même que c'est une belle merde. Et oui, disons les termes, c'est vraiment catastrophique. Comme je le disais, on va avoir un match de 8 minutes entre les deux et il est pas mal, mais petite surprise ou pas vraiment, c'est finalement New Catch Republic qui vont perdre ce combat. Victoire du New Day en faisant le tomber sur Pete Dunne. Le New Day qui se positionne clairement en tant que challenger numéro 1 des War Raiders, et d'ailleurs ils vont le dire en interview après match, et les War Raiders vont venir, ça sent le match pour WrestleMania. On se demandait quel allait être le match du New Day à Mania, et on se demandait un peu la direction de ce heel turn qui n'avançait plus trop depuis quelques semaines. Et bien c'est clairement les titres de champion par équipe à Mania, et c'est plutôt une bonne chose.
Jimmy Uso fait face au champion du monde Gunther. Alors Jimmy Uso n'est pas accompagné de Jey Uso, c'est une demande de sa part, il veut faire son business de son côté face à Gunther tout seul. Un match qui va durer 8-9 minutes, le match est très bon et honnêtement si le match de Jey Uso face à Gunther à WrestleMania pouvait ressembler un peu à celui-ci, ce serait déjà très bien. Et oui, peut-être que mes attentes sont basses, mais en même temps, vu les affrontements entre Gunther et Jey Uso qui ne m'ont pas plu, si ce match-là peut ressembler à ce Jimmy face à Gunther, je dirais pas non du tout. Parce qu'on a un très bon Jimmy Uso, mais surtout on a un excellent Gunther qui va détruire Jimmy Uso. Jimmy a 2-3 comebacks dans le match et c'est pour cela que ça fonctionne. On a un public qui répond bien présent du côté de Londres, mais on a surtout un excellent Gunther qui est en destruction totale. Il est en totale domination à tel point qu'il pourrait gagner ce match assez rapidement au bout de 4-5 minutes, mais non, il décide de relever Jimmy Uso à chaque fois à 2,99 pour continuer sa torture, pour continuer sa mise à mort et ça rend un Gunther tellement méchant, tellement violent et tellement dangereux. Gunther va finalement remporter ce match avec le sleeper. Il va continuer son attaque après le combat et Jey Uso va intervenir, Gunther va s'en aller et là la pub va se lancer et on se dit que ça se termine là-dessus, que c'était correct, le match était bon mais que l'après-match ressemble finalement à tous les après-matchs qu'on a eu entre Jey Uso et Gunther. Eh bien non, enfin on va aller plus loin, enfin on va tenter un peu quelque chose de nouveau, enfin un peu de créativité. Gunther va revenir après la pub et va s'en prendre aux deux et va attacher Jey Uso aux cordes du ring et du coup il va frapper son frère, il va détruire son frère sous les yeux de Jey Uso et il va même faire saigner Jimmy Uso, ça pisse le sang de partout et vous savez que je ne suis pas forcément un énorme fan de sang, mais quand c'est bien fait, quand c'est bien utilisé à certains moments précis, ça fait vraiment son effet et là c'est le cas. Quand tu vois cette image de Gunther qui a du sang partout sur lui, qui va même goûter le sang de Jimmy Uso, c'est un vrai psychopathe, ça fonctionne parfaitement et c'est clairement le meilleur segment entre Jey Uso et Gunther qu'on ait eu depuis des mois et des mois, c'est vraiment leur meilleur segment de très loin et clairement Jimmy Uso y est pour quelque chose. Jimmy Uso dans cette histoire rajoute un peu plus ce côté émotion, bien sûr qu'une partie de nous a envie de voir Jey Uso gagner parce que le voir pour la première fois champion du monde ce serait fantastique et il y aurait un côté émouvant et en plus de cela on rajoute dans cette histoire un Jimmy Uso qui se fait détruire et un Jey Uso qui doit regarder cela et ça fonctionne d'un point de vue émotionnel. Jey Uso le joue très bien, Jimmy le joue très bien et comme je l'ai dit, le Gunther tyran psychopathe, il est parfait dans ce rôle. Bref, je n'ai rien à dire, c'était le meilleur segment entre les trois là et j'espère que c'était que la première étape et que les prochaines semaines vont nous donner d'autres segments de ce niveau là. Bron Breakker fait équipe avec Penta face au Judgment Day composé de Finn Balor et de Dominic Mysterio, un combat qui va durer 8 minutes et ce qui est plutôt très drôle dans ce combat, c'est qu'on ne dirait pas que la vraie équipe c'est le Judgment Day. Non, parce que Bron Breakker et Penta font un vrai travail d'équipe, il y a une vraie alchimie entre les deux et qui donnerait presque envie d'en voir plus. Alors oui, ce ne sera pas le cas parce qu'on est bien dans la course vers le titre intercontinental de Bron Breakker. C'est un bon match de 8 minutes, mais je ne vais pas vous mentir, le segment précédent entre Jimmy, Jey et Gunther m'a bouffé pas mal d'énergie et d'attention. Du coup, j'ai pas énormément de souvenirs de ce combat, simplement qu'il était pas mal et je me souviens bien sûr du finish avec un Bron Breakker qui sans le vouloir va porter un spear sur Penta. C'est plutôt très bien joué de la part de Dominic Mysterio. Bron Breakker va être écarté du ring, le Judgment Day va en profiter et Finn Balor va porter son coup de grâce sur Penta pour remporter ce combat. Une belle victoire pour Finn Balor qui ne gagne quasiment jamais de combat et au contraire un Penta qui prend la première fois un tombé gagnant du côté de la WWE, donc c'est un moment important. A noter qu'en coulisses Bron Breakker et Penta vont se prendre la tête et c'est plutôt logique vu la fin de match et surtout du côté du Judgment Day, Finn Balor est ravi et va demander un match de championnat à Adam Pearce sous les yeux d'une Liv Morgan qui n'est pas ravie de cette situation, qui clairement dit à Dominic que lui aussi mérite une chance pour ce titre, que c'est lui qui a fait en sorte que le Judgment Day remporte ce combat, donc clairement on va se diriger vers un match à 4 à Mania pour le titre intercontinental. Ça faisait totalement sens après le segment de la semaine dernière, après ce Raw ça paraît totalement évident, on aura bien Bron Breakker face à Dominic Mysterio
Mysterio face à Finn Balor face à Penta lors de WrestleMania. AJ Styles est sur le ring. Il a attendu que Logan Paul l'invite, mais il en a assez d'attendre. C'est finalement Logan Paul qui va faire son arrivée. Il se vante de son succès, de sa célébrité, de sa richesse. Et il dit à Styles qu'il le pardonne suite à ce qu'il a fait au Madison Square Garden. Styles le comprend et le pardonne en retour. Il lui pardonne d'être le plus gros abruti à avoir mis les pieds dans ce ring de la WWE. Les fans se fichent de sa célébrité et de son argent. Ce qui importe, ce sont les sacrifices faits dans le ring pour les fans. Styles dit que Logan Paul a du talent, mais qu'il ne sait pas quoi en faire. Paul ne veut pas prendre de conseils de Styles qui lui est inférieur. Puis après avoir pointé le logo de WrestleMania du doigt pour défier AJ Styles, Paul va tenter de frapper AJ Styles. Une bagarre va éclater et c'est finalement Logan Paul qui va prendre le dessus et qui va porter son pulverizer pour terminer ce segment. Eh bien, c'était le pire segment du show, le pire moment du show. Alors, c'est un bon show et on en reparlera après, mais clairement, ce segment-là était pas bon du tout. Je pense qu'il y a vraiment un gros problème du côté de Logan Paul. En termes de promo, ça ne va pas. On n'en peut plus de toujours la même promo. Je suis célèbre, j'ai du succès et c'est à peu près tout. En fait, il ne dit pas grand chose de plus. Il est enfermé dans cette case de je suis un youtubeur à succès et c'est à peu près tout. Il n'y a rien à dire de plus. Il n'y a aucune construction dans ses promos et c'est bien triste parce que je pense qu'il serait capable de faire mieux Logan Paul, mais il ne le fait pas. Je ne sais pas si c'est par fainéantise d'écriture ou quoi que ce soit, mais en tout cas ça ne donne pas une bonne promo et j'espère vraiment qu'on n'aura plus de promo entre les deux. Je veux simplement voir leur match à Mania parce que leur match a été officialisé par la suite et c'est tout. Je n'ai pas forcément envie de revoir des segments entre les deux. Le match sera excellent à Mania, je n'en doute pas, mais je ne veux plus entendre parler de ces deux hommes sur le ring avant Mania. Et dans le main event, Io Sky défend son titre de championne féminine face à Rhea Ripley dans un combat de 14 minutes et c'était tout simplement un excellent match comme on en a l'habitude. Les Io Sky face à Rhea Ripley, c'est toujours excellent, c'est toujours dans ces moments-là qu'on se dit que Rhea Ripley est une fantastique catcheuse. Pour Io Sky, on le sait et il n'y a pas vraiment de débat, mais je vois énormément de débats chaque semaine sur Rhea Ripley, sur ses capacités sur le ring et à chaque fois elle répond présent. Non, franchement elle a été excellente dans ce combat. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais l'arbitre de ce combat c'est Bianca Belair. Bianca Belair qui est sans doute l'une des plus jolies arbitres de tous les temps. Voilà, ça c'est dit. Mais oui, c'est un excellent combat, j'ai plusieurs prises en tête. J'en ai une directement qui me revient, c'est ce coup de boule de Rhea Ripley out of nowhere alors que Io Sky tentait de se projeter depuis le haut du coin du ring. C'est un headbutt qui est vraiment magnifique et qui est vraiment porté presque avec du dédain de la part de Rhea Ripley. Il n'y a pas vraiment d'intensité ou quoi que ce soit, mais ça fonctionne parfaitement. Ou même ce crucifix porté du haut de la troisième corde. Alors au début j'ai vraiment cru que c'était un Samoan drop et finalement non, vu l'attitude des deux superstars, on voit bien que c'est Rhea Ripley qui va vendre cette prise. C'est bien un crucifix, c'était pas forcément parfait, mais vu la prise de risque, ce n'est pas très grave. On retiendra aussi un mini botch sur un Poison Rana qui est très mal exécuté, qui est d'ailleurs même pas exécuté. Je dis qu'on le retiendra, mais c'est même pas vrai parce que sur un match de 14 minutes, ce serait vraiment très malsain et très malhonnête de retenir un botch d'une seconde alors que tout le reste a vraiment été excellent. On a une Bianca Belair qui va faire une arbitre très propre, qui ne va pas intervenir, qui va simplement empêcher les deux superstars de faire des folies, de trop frapper dans les cordes. Et oui, elles se font décompter à chaque fois, elle fait très bien son boulot, sauf qu'évidemment, comme on pouvait s'en douter, Rhea Ripley sans le vouloir va mettre un kick à Bianca Belair, ensuite c'est Io Sky sans le vouloir qui va mettre un kick à Bianca Belair, donc c'est un gros bordel, une Rhea Ripley qui va même d'ailleurs mettre une énorme claque à Bianca Belair, donc Bianca Belair elle en a marre, et Bianca Belair qui est un peu en train de heel turn mais qui est un peu entre les deux, eh bien elle décide d'une chose importante, disqualification, double disqualification même, c'est-à-dire qu'on n'a pas de gagnante et ça fait vraiment mal réagir le public. Le public est vraiment déçu et ça se comprend, c'est une fin anticlimatique mais c'est une fin que je comprends, qui renforce en plus le personnage de Bianca Belair et qui va renforcer Rhea Ripley après le match parce que Rhea Ripley elle en a marre et Rhea Ripley va détruire tout le monde. Bianca Belair va même prendre 2 riptides dont un du haut de la deuxième corde et Rhea Ripley va poser avec ce titre de championne. Alors certains diront qu'ils en ont marre de voir Rhea Ripley sortir fort d'un segment, ça arrive quasiment tout le temps, mais cette fois-ci eh bien c'est plutôt normal. On essaye de l'intégrer à ce match et bien que le match n'est pas encore officiel, on sait qu'elle sera intégrée à ce match à Mania et donc c'est logique, elle doit paraître forte, elle doit être crédible pour rentrer dans ce combat
donc ça ne me gêne pas de l'avoir terminé ce segment en mettant KO Io Sky et Bianca Belair. Tout ce que je sais, c'est que le match est excellent, que les interactions à 3 sont excellentes et on voit qu'il y a de la vraie alchimie entre les trois et que j'ai qu'une hâte, c'est de voir ce match à WrestleMania. Bilan de ce Raw, et bien de mon côté on sera sur un 9 sur 10. J'enlève le segment entre AJ Styles et Logan Paul et tout le reste c'était que du plaisir. C'est un show qui est très bien condensé, qui est bien rythmé, qui dure environ 2h30, donc c'est assez parfait en termes de timing, et j'y retiens quasiment que d'excellentes choses. Évidemment, le segment entre John Cena et Cody Rhodes, il nous vient directement en tête, mais le main event entre Io Sky et Rhea Ripley, je l'ai trouvé excellent, et ce qu'il s'est passé entre Jimmy Uso, Jey Uso et Gunther, ça m'a vraiment marqué. Donc en termes de moments marquants, en termes de moments choquants, on a vraiment été gâtés lors de ce show, donc c'est difficile de mettre une note inférieure à 9 de mon côté. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Salut!